La moitié des travaux est exécutée à ce jour. Constat à suivre donc dans ce journal. Et dans le journal également, attention au cancer des enfants qui tue en Afrique et au Burkina Faso. Ce 15 février est consacré à la Journée internationale des cancers de l'enfant, une journée pour mieux connaître la réalité et promouvoir les actions de prévention, les soins et la recherche, comme vous le verrez dans cette édition. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, a 5 ans d'existence. Le parti au pouvoir s'apprête à fêter cet anniversaire et ce matin, face à la presse, le président par intérim du parti, Simon Compaoré. La célébration de cet anniversaire va se décliner en plusieurs tableaux dévoilés ce matin au cours de ce point de presse. Ce serait aussi une occasion pour les militants du MPP de jeter un regard rétrospectif sur la marche du parti, établir un bilan partiel de la gestion du pouvoir d'État. Frédéric Etienne Bassenga. Une conférence de presse pour lancer les activités commémoratives de ces 5 ans d'existence. Du 14 au 21 février, le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, à travers des conférences publiques, une exposition photo et l'intervention de ses cadres dans les médias, va rendre compte de sa gestion du pouvoir au Burkinabé. L'opportunité du 5e anniversaire de notre parti est une occasion pour les militants du MPP de jeter un regard rétrospectif sur la marche du parti, d'établir un bilan partiel de la gestion du pouvoir d'État et de faire des projections sur le futur proche de la vie politique de notre pays qui se profile, à savoir les prochaines consultations présidentielles et législatives de 2020. Le bilan du MPP, le président par intérim le trouve satisfaisant. La santé, l'éducation, la démocratie, pour Simon Compaoré, le Burkina a progressé malgré le terrorisme. Malgré la chape et le désarroi que les terroristes ont fait peser sur notre pays, le gouvernement sous le leadership du président du Faso ne s'est pas dérobé à ses responsabilités. Malgré l'adversité, le PNDS est mis en œuvre et des résultats fort appréciables ont été enregistrés dans plusieurs secteurs. Le président par intérim du MPP salue la montée en puissance des forces de défense et de sécurité dans la riposte contre le terrorisme et félicite une partie de la population et certaines organisations de la société civile qui sont sorties, dit-il, de leur léthargie pour sonner le tocsin contre le terrorisme et ses conséquences sur la société burkinabé. L'épouse du chef de l'État burkinabé a participé à Addis Ababa les 10 et 11 février dernier à une rencontre des époux de chefs d'État africains. C'était une assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH-Sida qui change désormais de dénomination pour devenir l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Un changement à la mesure de nouveaux objectifs et défis. Jean-Eudes Bayala, Maxime Zongo étaient nos envoyés spéciaux à Addis Ababa. Compte rendu. Aux côtés de leurs époux, en plénière ou à huis clos, sur plusieurs sujets d'intérêt vitaux, les premières dames étaient également au four et au moulin à Addis Abeba. Au nombre des activités phares auxquelles Sika Kaboré a pris part, la 22e Assemblée générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. À l'occasion donc de cette 22e Assemblée générale, on peut noter comme grande décision que nous avons eu à prendre, le changement de nom de notre organisation. De OPDAS, c'est-à-dire de la lutte contre le sida, nous sommes passés maintenant à OPDAD, Organisation des Premières Dames pour le développement. À cette grande rencontre tenue dans la capitale éthiopienne, les épouses des chefs d'État ont procédé au lancement de leur nouveau plan stratégique 2019-2023. À partir d'aujourd'hui, nous allons plus nous consacrer uniquement au sida. Nous allons nous consacrer à toute matière qui impacte le développement de l'Afrique. Avec ce nouveau plan stratégique, nous avons élargi le champ d'action de notre organisation.
L'objectif, à travers cette nouvelle démarche, faire impliquer toutes les premières dames dans le combat pour le développement. Cette nouvelle vision pour tenir compte des réalités sur le terrain. Jusqu'à présent, c'était le sida, alors que beaucoup d'entre nous menaient des activités tout autant intéressantes pour les populations vulnérables dans leur pays et ne pouvaient pas réellement venir échanger avec leurs sœurs d'autres pays sur ces questions-là. Dans l'agenda de Sika Kaboré également, plusieurs entretiens avec de nombreuses personnalités, notamment des partenaires techniques et financiers, de patrons d'institutions internationales qui ont contribué à donner du relief à leur organisation. Au cours de cette 22e Assemblée générale de l'OPNAD, les premières dames ont témoigné leur reconnaissance à Michel Sidibé, ancien directeur de l'ONU-SIDA, pour sa contribution à la mise en place de leur organisation. Le ministre en charge de l'eau visite le barrage de Salé en construction. Le chantier est situé dans la commune de Pabré. Nyuga Ambroise Ouedraogo est allé s'imprégner des travaux en cours et à terme, la construction du barrage va permettre d'augmenter la production agro-silvopastorale dans cette localité. C'est un projet qui entre dans le cadre du projet présidentiel. Paul David Bambara, Aboubakar Sayon. Le coup de pelle de l'espoir pour les habitants du village de Salé. À bord de cette pelleteuse, le ministre de l'eau et de l'assainissement lance officiellement les travaux de construction du barrage de Salé, localité située dans la commune de Pabré. Sa construction est entièrement financée par le budget de l'État gestion 2019 à près de 900 millions de francs CFA. Chaque année, il y a environ 200 milliards de mètres cubes qui s'écoulent de notre territoire vers les frontières. Donc il nous faut ces barrages-là pour ralentir le rythme de l'eau, pour permettre à l'eau de s'infiltrer, pour permettre à l'eau de stagner. Ce barrage permet aussi de créer des revenus, de créer des emplois, de stabiliser des jeunes au niveau des villages et des campagnes. Il y a autant à faire dans les villages pour peu qu'il y ait de l'eau. Et cette eau est fortement attendue par les habitants de Salé qui comptent sur l'ouvrage pour produire davantage les cultures de contre-saison. La construction du barrage nous permettra de produire beaucoup de spéculations telles que le riz, la tomate, l'oignon et les concombres. Et tout cela au profit des populations. L'entreprise chargée des travaux a déjà réalisé la tranchée d'ancrage de l'ouvrage qui sera construit sur un affluent du fleuve Nakambé. Ce barrage aura une longueur de digue de l'ordre de 1,4 km et une profondeur moyenne de l'ordre de 4,70 m. Voilà. Et un volume de stockage de l'ordre de 680 000 m3. Le ministre de l'eau et de l'assainissement a insisté sur le respect des normes de qualité et du délai d'exécution des travaux qui est de 6 mois hors saison pluvieuse. La sauvegarde du patrimoine faunique du parc national Kaboré-Tambi et de la Red Valley Volta en discussion à Ouagadougou. Il s'agit de réfléchir à des textes législatifs garantissant le statut juridique de ces espaces pour une préservation durable. Mais pas seulement, un plaidoyer est en vue pour sensibiliser les communautés installées au niveau des corridors. Explication avec Moussa Ouedraogo et Estelle Judith Assogba. Les acteurs de la Fondation Naturama, du programme Ressources partagées Solutions communes pour le Burkina Faso et l'Association de gestion des ressources naturelles et de la faune Komoé Leraba veulent apporter leur pierre dans la sécurisation des corridors biologiques. Pour le cas spécifique des corridors biologiques de migration de la faune entre le parc national Kaboré-Tambi et la Red Volta Valley, ils lancent un plaidoyer. Un plaidoyer qui sera fait auprès des communautés locales, des collectivités territoriales et du ministère en charge de l'environnement. Pour la communauté, c'est de libérer le corridor pour qu'ils puissent jouer leur rôle de connectivité entre les aires protégées. Pour la collectivité, c'est de pouvoir accompagner ces populations qui vont quitter là pour trouver des espaces pour se délocaliser et pouvoir les appuyer parce qu'il ne faut pas que la délocalisation et le départ des populations du corridor les rendent pauvres. Donc ça nécessite des mesures d'accompagnement et nous pensons que les collectivités peuvent accompagner ces communautés qui vont accepter de quitter
ce corridor biologique là, non seulement à s'installer, mais à leur trouver des activités pour améliorer leurs moyens de subsistance. Et au niveau de l'État, je pense que c'est le maillot essentiel un peu de ce plaidoyer là, c'est de prendre des actes forts. Le premier acte, c'est quoi? C'est de trouver un statut qui va sécuriser ce corridor. Parce que tant qu'il n'y a pas de statut, ça va être difficile même pour les services régaliens de pouvoir assumer leur mission. Il s'agira donc pour ces acteurs de déterminer les modalités de mise en œuvre des activités qui entrent dans le cadre de ce plaidoyer. L'objectif au final est de parvenir à l'adoption de textes juridiques garantissant l'intégrité de ces espaces. Environnement toujours, la région des hauts-bassins regorge d'énormes potentialités naturelles telles les falaises, la faune, la forêt. Et pour cela, il faut mettre en place un mécanisme pour protéger ces richesses. D'où le concours des DOZO. Et le conseil régional de la région des hauts-bassins est avec sa partenaire à pied d'œuvre pour voir comment cela sera une réalité. Il s'engage dans la promotion de la gestion durable des ressources naturelles dans le terroir des falaises. Après 8 jours de formation en matière de protection de l'environnement, les DOZO de la région des hauts-bassins bénéficient de matériel roulant pouvant les aider à mieux réussir leur mission. Les détails avec Ismaël Paré. Les DOZO de la région des hauts-bassins mis à contribution dans la lutte pour la protection de l'environnement dans les zones de falaises. Pour cela, il faut les doter de moyens adéquats pour réussir leur mission. Le Conseil régional des hauts-bassins et ses partenaires s'inscrivent dans cette logique en leur offrant du matériel roulant. Nous avons donc fait un programme avec nos amis de Lyon pour que les DOZO et les populations de la zone protègent la diversité faunique, la diversité culturelle et qu'ensemble on puisse faire de ces falaises-là, disons, des sites touristiques qui soient protégés. Donc, on a demandé aux DOZO de faire le tour à l'intérieur de la zone pour éviter la coupe du bois, pour éviter les braconniers. Et c'est pour ça que nous avons acheté du matériel pour les accompagner. Ce geste est bien accueilli par les bénéficiaires qui s'engagent à être à la hauteur des attentes. Nous allons organiser des patrouilles jour et nuit. Il y a certains endroits qu'on ne peut pas accéder à pied. On va être obligé d'emprunter les vélos ou les motos. Comme il y a certains endroits qu'on ne peut pas accéder à moto, on est obligé de partir à vélo. 32 vélos, 3 motos et bien d'autres réalisations d'une valeur de 35 millions de francs CFA sont offerts à cette première phase par le Conseil régional des hauts-bassins et ses partenaires. Il rassure d'autres réalisations les jours prochains pour une meilleure protection de l'environnement. Le chantier de construction de l'usine de coton bio avance à Koudougou dans le centre-ouest. L'usine va bientôt ouvrir ses portes pour la transformation du coton bio. C'est le fruit d'une coopération entre le gouvernement burkinabé, l'Union nationale des producteurs de coton UNPCB et la Sofitex. L'usine va contribuer à la création d'emplois dans le centre-ouest. Jean-Eudes Bayala, Kadissanogo. En faisant le déplacement de Koudougou, le ministre en charge du commerce et de l'industrie avait un objectif. Constater de visu l'évolution des travaux de construction de l'usine d'égrenage de coton biologique qui sera implantée dans cette ville. Assister des techniciens à l'œuvre sur le chantier, Aruna Kabore a visité toutes les infrastructures qui vont bientôt sortir des terres. Le niveau d'exécution des travaux est jugé satisfaisant. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 55% donc, des travaux en ce qui concerne donc, les bâtiments. Vous avez vu la plateforme où on a déjà donc, les trous qui sont préparés, les semelles. Il y a des validations avec le laboratoire qui sont en cours. Et la charpente même donc, de ce bâtiment-là est en train d'être réalisée donc, du côté donc, de Bobo-Dioulasso. Et comme c'est une construction métallique, une fois qu'on a fini de faire donc, les poteaux et tout le reste, en fait, après c'est de l'habillage en fait. Il y a une plateforme qui est réalisée, c'est de l'habillage. Donc ça va aller très rapidement. Cette usine de coton biologique qui va coûter plus d'1 milliard de francs CFA est le fruit du partenariat entre l'État, la Sofitex, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina et le département de l'agriculture des États-Unis d'Amérique. Avec la visite des chantiers, c'est un engagement que CRS voudrait renouveler auprès des autorités du Burkina pour
en tout cas confirmer notre engagement à soutenir ce projet pour le développement de la chaîne de valeur du coton biologique. Ce projet qui va employer en majorité des femmes va contribuer à améliorer le revenu des producteurs de coton biologique de notre pays. Si tout va bien, l'usine va ouvrir ses portes en mai 2019. Cette année encore, les producteurs de tubercules de la Sicile ont organisé avec succès leur journée promotionnelle à Léo, le chef-lieu de province. L'objectif étant de rendre plus rentable cette spéculation qui contribue à la lutte contre la pauvreté. Et cette année, le thème a porté sur quelle stratégie pour la promotion durable des chaînes de valeur du tubercule dans la Sicile. Un thème qui interroge et interpelle sur le rôle des acteurs directs, la durabilité de la production, mais aussi la transformation et l'accès au marché stable. Yacouba Gamene, Mayouna Traoré. La province de la Sicile a produit 40 000 tonnes de tubercules en 2018 contre 26 000 tonnes en 2016. Malgré cette augmentation de la production, les acteurs de la filière peinent à sortir de l'ornière tant les défis sont énormes. Il n'y a pas de bouchées. Et avec les changements climatiques aussi, il faut qu'il y ait des variétés adaptées qui vont nous permettre en tout cas d'avoir un rendement assez élevé. Nous avons un problème de matériel, puisque nous transformons présentement avec les matériels traditionnels. Au niveau de l'exposition, nous n'avons pas des étiquettes, en tout cas, qui peut attirer la clientèle. Quelle stratégie pour la promotion durable des chaînes de valeur tubercule dans la Sicile? C'est la grande question que les acteurs se posent à cette 25e édition des journées promotionnelles des tubercules. Les réflexions sont en cours, mais déjà, le ministre en charge de l'agriculture a des pistes de solutions. C'est de davantage suivre les itinéraires techniques fournis par les services techniques. Il faut vraiment que tout soit professionnalisé et qu'on crée des interprofessions pour que les gens échangent entre eux, pour pouvoir trouver les mécanismes et pouvoir trouver les solutions les plus adaptées pour que toute la chaîne de valeur soit prise en compte. Pour soutenir les acteurs de la chaîne de valeur tubercule, la Banque africaine de développement met à leur disposition des boutiques de commercialisation, une vitrine de concertation, de communication, de renforcement des capacités et de recherche de marché. L'ambassade du Japon au Burkina était sur les traces de ces réalisations dans la province du Houé. C'était au cours d'une caravane de presse le 13 et 14 février. Des activités de la recherche en passant par le domaine sanitaire et les infrastructures, l'expertise japonaise fait son petit bonhomme de chemin dans la province du Houé. Hassan Gourabou, Kadi Romenki. L'on peut maintenant circuler allègrement sur la voie menant aux falaises de Dingasso. Effectivement, avant la réalisation de ce tronçon, il y avait vraiment un parcours de combattants qu'il fallait effectuer pour pouvoir franchir ce tronçon. Une piste réhabilitée dans le cadre du projet d'aménagement des routes rurales à travers la technique d'ONO. Une méthode qui consiste à utiliser des sacs remplis de terre pour améliorer l'état des routes dégradées. Dono n'est pas adapté à toutes les situations. Ici dans la falaise, nous n'avons pas pu utiliser Dono. Dono c'est là où dans des endroits marécageux ou bien des pistes en terre rouge. L'expertise japonaise fait école dans bien de secteurs d'activité. À la station de Farakoba, Bobo-Dioulasso, les chercheurs échangent leurs expériences dans le domaine de la production du phosphate naturel. Ici, à la Direction régionale de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles, les petits plats sont mis dans les grands pour renforcer la production du sésame au Burkina Faso. Le domaine sanitaire n'est pas en reste. Ce CSPS de Bona, dans la commune rurale de Lena, a vu le jour en 2014 grâce à l'Association pour des petits projets africains en collaboration avec l'ambassade du Japon. La subvention de l'ambassade du Japon est à hauteur de 50 millions, 77 725 francs, ce qui a permis de construire un dispensaire,
une maternité, un dépôt pharmaceutique, 2 logements et 2 blocs latrines, douche. Grâce à ce CSPS, quand même, on a constaté vraiment l'amélioration de la santé de la population et ça a réduit considérablement le nombre d'accouchements à domicile. Selon le major, le CSPS de Bona enregistre en moyenne 10 à 15 accouchements par mois et en moyenne 15 à 20 malades par jour. Un CSPS fréquenté par une dizaine de villages environnants. Les nouvelles du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, c'est toujours l'audition du témoin, le colonel-major Palé Naba Théodore, le chef d'état-major général adjoint des armées du Burkina au moment des faits, reste constant. L'armée n'a pas accompagné le CND, sa position est ferme. Draman Guéné, Zouaviel David Abiré. Deuxième jour d'audition du colonel-major Naba Théodore Palé, l'ex-adjoint au chef d'état-major général des armées est assailli par les questions des parties au procès. Les avocats de la défense pointent un doigt accusateur sur la hiérarchie militaire qu'ils qualifient de complice des événements du 16 septembre 2015 et jours suivants. Sur ce point, le témoin du jour reste formel. Dès le 16 septembre 2015, nous avons catégoriquement dit au général Djendjéré que l'ère des coups d'État était révolue. Mais comme le RSP était une armée dans l'armée, il nous était difficile de convaincre le général et les éléments à renoncer à l'action. L'avocat revient à la charge. Pourquoi, malgré votre rejet du coup d'État, vous n'avez pas pris une position claire depuis le début et même dans le communiqué en date du 21 septembre 2015, vous étiez encore flou. Le 16 septembre 2015, nous avons dit non au coup d'État. Le reste n'est que conjecture, martèle l'officier supérieur avant d'ajouter sèchement. Le commandement militaire est un art à part, pas comme dans une cour d'école. Les propos du témoin suscitent des réactions dans le box des accusés. Les avocats de la défense lui rappellent son accord pour la mission héliportée le 19 septembre 2015 en vue de prendre le matériel de maintien d'ordre à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, sa présence à l'aéroport international de Ouagadougou pour l'accueil des chefs d'État de la CEDEAO et les patrouilles ordonnées par l'état-major général des armées dans la ville de Ouagadougou lors des événements. N'est-ce pas là des actes de complicité? Reprennent en boucle les avocats de la défense qui clament, je cite, « La hiérarchie militaire a bien accompagné le coup d'État dans ses actions ». Le colonel-major Théodore Naba Palé campe sur sa position et rétorque « Ce n'est pas parce que nous n'étions pas d'accord avec le général Djendjéré qu'on devait laisser le pays sombrer. Devions-nous dire aux soldats d'arrêter la sécurisation des frontières parce que nous étions contre le coup d'État ?» s'interroge le témoin qui rassure le tribunal de ce que l'état-major général des armées n'a jamais voulu rentrer dans une logique de confrontation entre frères d'armes. Elle a donc privilégié le dialogue pour une sortie de crise. Maître Prosper Farama des partis civils se retourne vers le général Djendjéré. « Mon général, si vous estimez que la hiérarchie militaire a été ambiguë, quel bénéfice comptez-vous en tirer ?» Et le général de répondre « Je veux juste la vérité sur l'affaire. Sinon, le colonel-major Palé est mon promotionnaire de la classe de 6e. » Maître Séraphin Sommet sur un ton empreint d'humour lâche. « Donc, parce que vous avez fait la 6e ensemble, vous voulez aller en affaire avec lui? Ayez le courage d'un général, assumez vos actes. » L'audience reprend ce lundi 18 février 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. 4 notaires viennent de boucler 3 ans de formation. Ils sont donc prêts pour aller sur le terrain et œuvrer au bien-être des populations. Mais avant cette étape, ils ont prêté serment ce lundi 11 février 2019, une prestation de serment qui marque l'officialisation de leur mission. C'était la cour, au tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, Hassan Gourabou et Ali Traoré. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces 4 notaires. Ils ont désormais la charge d'œuvrer pour le bien-être de leurs concitoyens. Une nouvelle mission officialisée ici par cette prestation de serment. Vous savez, le serment, c'est un acte solennel. Son importance est que lorsqu'il est enfreint, il y a des sanctions qui en découlent. Donc, non seulement c'est une mise en garde, c'est un rappel quotidien. C'est pour que celui-là qui va prêter, prononcer la formule du serment, la garde en mémoire dans son activité. Donc, au Burkina Faso, il n'y a pas suffisamment de notaires, alors qu'il y a des problèmes assez sérieux au niveau de la justice, au niveau des familles, surtout en matière de succession. Ces 4 nouveaux notaires ont donc du pain sur la planche. Conscients de la lourde tâche qui les attend, ils promettent de relever le défi. On se met au service du public bobolais et
au service également de toute la population pour être à leur côté, pour les accompagner dans la vie quotidienne, que ce soit dans le domaine de la famille, dans les affaires et dans le domaine immobilier. Nous sommes amenés donc à dresser des actes qui vont faire foi entre des personnes et nous serons donc amenés à protéger les intérêts des citoyens. À ce titre, donc, nous devons donc de faire vraiment beaucoup d'efforts et d'abnégation afin que les actes que nous dressons puissent être des actes de qualité et protéger au mieux l'intérêt des citoyens. Les citoyens qui n'attendent pas moins de la part de ce notaire. Mais avant le rendez-vous sur le terrain, ils sont là pour soutenir ces impétrants lors de cette prestation de serment. Et puis en santé, on parle des cancers infantiles. Ce sont des cancers rares, environ 253 cas au Burkina Faso en 2018 à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo et au centre hospitalier pédiatrique Charles de Gaulle dans la capitale burkinabé. Ils diffèrent des cancers de l'adulte par leur apparence et leur vitesse de croissance. Et chez les enfants au Burkina Faso, les cancers les plus fréquents sont les ganglions, les néphrostomes et les leucémies. Explication, Ismaël Dilouma Sirima. À peine 15 mois de vie et cet enfant est attaqué par une tumeur qui affecte ses yeux. On remarque cela à travers une lueur blanche qui apparaît dans le fond de l'œil à l'image des yeux de chat. Ou alors il s'agit d'un enfant qui regardait normalement, qui subitement se met à loucher. Donc l'enfant regarde de travers. Parfois les parents pensent qu'il fait exprès alors qu'en fait c'est le cancer qui commence à se manifester. Juste à côté, une dizaine d'enfants admis également au service de la pédiatrie de Yalgado Ouedraogo font face à un cancer qui affecte les ganglions et le sang. Les médecins parlent de lymphome de Burki. On peut incriminer rarement une seule cause isolée. Pour ce qui est du lymphome de Burkitt par exemple, on sait qu'à l'origine, il y a une infection virale que l'enfant a probablement contractée au bas âge et qui par la suite entraîne des modifications génétiques et qui expose à l'apparition du cancer. Mais il faut dire que c'est la conjugaison de plusieurs facteurs en fait, parce que tout le monde est exposé au même virus, mais tout le monde ne fera pas le cancer. Lorsque la détection est faite à temps et que l'enfant est conduit au service spécialisé, il est soumis à un traitement particulier. Pour les leucémies et lymphomes, c'est la chimiothérapie exclusivement. On n'a pas besoin d'opérer. Mais pour ce qui est du cancer de l'œil et du cancer du rein, rétinoblastome et néphroblastome, le traitement se fait en plusieurs phases. Donc il y a une première phase où on fait de la chimiothérapie, donc on utilise encore des anticancéreux pour réduire un peu le volume de la tumeur, pour permettre au chirurgien d'opérer. Puis après l'opération, il faut continuer avec la chimiothérapie. Certains cas nécessitent de la radiothérapie. À ce niveau, les médecins burkinabés sont impuissants du fait de l'absence des équipements de radiothérapie. Une réalité qui affecte parfois les résultats des traitements. Ce qui est du lymphome de Burkitt que nous prenons en charge, on peut dire qu'avec les protocoles actuels que nous utilisons, nous sommes autour de 60% de rémission. 60%, ce n'est pas satisfaisant, mais c'est déjà ça. Et pour les rétinoblastomes, j'avoue que nous avons beaucoup de pertes parce que nous recevons les patients très tard. Les 2/3 de nos patients arrivent à des stades déjà très avancés. Après des mois de soins, cet enfant est rétabli selon le médecin traitant. Cependant, même si tout semble bien aller après le traitement, les médecins recommandent toujours de la vigilance. Après une rémission, il peut y avoir une rechute. C'est pour ça justement qu'on préfère parler de rémission dans la majorité des cas de cancer plutôt que de guérison. Il y a des rechutes. Pour ce qui est des lymphomes de Burkitt par exemple, nous avons vu des rémissions et parfois des rechutes tardives même. On a vu un patient qui était en rémission depuis 6 ans et demi pratiquement et qui a refait à nouveau la maladie qu'on a traitée, qui est en rémission à nouveau. Donc les récidives peuvent effectivement survenir. Ces cas de récidive associés aux nouveaux cas étaient de l'ordre de 253 cas de cancer infantile enregistrés pour la seule année de 2018 au CHU Yalgado et Charles de Gaulle. Et pour 2019, près de 30 enfants ont déjà été reçus.
Et puis, notre fenêtre FESPACO 2019, Apolline Traoré, réalisatrice burkinabé à la conquête de l'étalon d'or d'Yenega. Au FESPACO 2019, le cinéma est sa passion depuis son jeune âge. Des États-Unis au Burkina Faso, elle a multiplié les plateaux de tournage. Dans cet entretien, Apolline Traoré nous dit plus sur son histoire d'amour avec le 7e art. Idrissa Warga, Vincent Tiendrebego. Entre Apolline Traoré et le cinéma, c'est toute une histoire d'amour. C'est depuis les États-Unis qu'Apolline Traoré est piquée par le virus du cinéma, et ce, à son jeune âge, alors qu'elle y faisait ses études. Je suis venue au cinéma par amour, pas passion. Depuis très jeune, c'est ce que je voulais faire. Quand j'ai eu mon bac, j'ai eu l'opportunité justement d'aller aux États-Unis pour mes études. Et donc c'est là-bas que j'ai fait mes études de cinéma. J'ai eu ma maîtrise en cinéma, en réalisation. Et je suis restée après ça une quinzaine d'années où j'ai travaillé dans des studios et aussi avec des réalisateurs indépendants. Rester près de Hollywood ou retourner en Afrique. La réalisatrice burkinabé n'a pas eu du mal à choisir. Apolline Traoré débarque à Ouagadougou. Écoutez, j'ai décidé de rentrer parce que, comme je vous ai dit, j'ai passé une quinzaine d'années aux États-Unis. J'avais effectivement l'opportunité d'y rester et d'y travailler. De toute façon, j'y ai travaillé. J'ai travaillé à MGM, j'ai travaillé dans des productions américaines. Moi, mon choix n'était pas de faire des histoires américaines. Mon choix n'était pas de faire des histoires sur les trucs qui se passent à New York. Mon choix était de parler de mon Afrique, de parler de mes Africains et de mes Africaines. À son compteur, plusieurs œuvres cinématographiques. Des films qui lui valent des lauriers, mais les comptes ne sont pas encore bons pour l'Amazone du cinéma burkinabé qui va à la conquête de l'étalon d'or de Yenenga au FESPACO 2019. Cette compétition, c'est une pression énorme. C'est vraiment une pression énorme, tout simplement parce que le chef de l'État nous a fait confiance et a déboursé en fait des sous pour qu'on puisse faire un cinéma de qualité. Donc du moment où on nous a fait confiance, on doit montrer qu'on a été capable et on était à la hauteur de cette confiance-là. Maintenant, comme je le dis, un jury est toujours souverain. On ne peut pas être pour ou contre la décision d'un jury. Moi, de ma part, je me suis battue pour faire ce film de la meilleure qualité que je pouvais. Je me battrai de la meilleure façon que je pourrais pour emmener mon pays au plus loin. Maintenant, les résultats n'appartiennent à Dieu et au jury. Une disposition d'esprit qui en dit long sur sa relation avec le cinéma, un amour pour le meilleur et pour le pire. Apolline Traoré est dans la sélection officielle avec son film Déshérence. À l'étranger, clap de fin de campagne au Nigeria où 84 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi. Plus de 70 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Les deux principaux candidats, Muhammadu Buhari et le président sortant, et son challenger Atiku Abubakar, le chef du Parti populaire démocratique, se sont adressés à leurs supporters depuis leur région natale. Regardez. Fin de la campagne électorale au Nigeria. Pendant 2 semaines, l'opération séduction des électeurs s'est jouée dans des stades, sur Internet, à coups de tweets et de Facebook Live. Les deux